qu'on connaissait les pavillons, les pays d'origine, les pays d'immatriculation de tous les bateaux civils, militaires. Mais là, il semblerait qu'il y ait dans le monde 500, 600 bateaux, peut-être davantage, qui seraient tous légèrement, voire plus, apparentés à la Russie et qui traîneraient, qui caboteraient de ci, de là. Pour faire quoi? Pour nous espionner? Pour lancer des drones? Qu'est-ce que c'est que cette flotte de bateaux fantômes qui parcourt le monde, amiral? Alors, dans un premier point, si on l'a repéré, c'est qu'on l'a détecté. Ça veut dire qu'ils ne se promènent pas comme ça impunément partout. Et ça veut dire que nos côtes sont quand même surveillées. La deuxième chose, c'est que des bateaux fantômes... En fait, les bateaux ont, pour des raisons de sécurité nautique, comme pour les avions de sécurité aérienne, on leur impose d'avoir un système, un transpondeur qui indique leur position. On appelle l'AIS pour les bateaux. Mais nul n'est obligé de respecter les lois internationales. Et un bateau, une fois qu'il est en mer, il peut changer de pavillon, aller là où son armateur décide d'aller. Quand il y avait le problème pétrolier, il y avait un marché spot à Rotterdam, et des pétroliers étaient détournés au dernier moment pour aller prendre du pétrole moins cher. La Marine nationale s'en est servie, du pétrole moins cher que celui qui était prévu. Donc les bateaux en mer, c'est pas comme les avions, on change de cap, on change de destination, et en plus, pour tricher, parce qu'il n'y a pas que les bateaux fantômes russes, il y a tous les truands, il y a tous les trafics, il y a tout ce qui se passe. Je vous donnerai un exemple assez amusant. Il y a quelques années, nous avions un cargo suspecté de transporter des armes dans une région de Méditerranée là, qui était importante. Et 8 jours plus tard, ce bateau a été affrété par l'ONU pour apporter de l'aide alimentaire. Donc on s'est retrouvé avec le même bateau qu'on pistait en essayant de regarder le moment où il allait délivrer des armes, on était sûr. Et puis la semaine d'après, on l'a protégé parce qu'il apportait de l'aide alimentaire. C'est-à-dire que la versatilité des bateaux, elle est tout à fait naturelle, elle est depuis la nuit des temps. Et donc ça c'est normal. Mais vous allez pouvoir continuer à nous en parler. Pourquoi on vous pose cette question? Parce que c'est l'événement du jour, c'est que la France a raisonné, a saisi ce bateau russe. Oui. Là, on le voit en photo. Donc, c'était au large de nos côtes. C'était au large de Saint-Nazaire, donc en Loire-Atlantique. Et donc, ce bateau est soupçonné d'avoir servi de base de lancement des drones. Vous le savez, qui ont surveillé l'espace aérien européen. C'était au Danemark ou c'était en Norvège. Et c'est un tel événement qu'Emmanuel Macron, à son arrivée au Danemark pour le sommet européen, en a parlé. Une question lui a été posée. La France, donc, saisit un navire russe. L'événement est d'importance, c'est même assez grave. Il dit c'est tout à fait logique. Écoutez le chef de l'État. Mais ça manifeste la présence et la réalité d'un phénomène qu'on décrit, qu'on dénonce depuis longtemps, qui fait partie des sanctions que nous prenons. C'est la lutte contre ces fameuses flottes fantômes, qui représentent des dizaines de milliards d'euros pour le budget de la Russie, qui finance, selon nos évaluations collectives, 40% de l'effort de guerre russe. Et on a entre 600 et 1000 bateaux qui circulent comme ça et qui permettent aux hydrocarbures russes de cheminer, y compris quand ils sont interdits. Voilà, donc 600 à 1000 bateaux comme ça qui circulent de façon assez libre. Nivin Potros est avec nous. Nivin, que sait-on exactement de ce bateau? Déjà, est-ce que c'est un bateau qui transporte du pétrole ou est-ce que c'est un bateau qui transporte des drones destinés à déstabiliser les lieux stratégiques d'Europe? Expliquez-nous. Eh bien, c'est un peu les deux. Ce navire, le voici. Il s'agit du Pushpa, un pétrolier russe, également connu sous les noms de Boracay ou Kiwala. Il a été construit en 2007 et il mesure plus de 244 mètres de long. Ce monstre des mers russe, il est visé depuis le début de la guerre en Ukraine par des sanctions européennes et britanniques, puisqu'il est soupçonné de transporter du pétrole russe. C'est ce que l'on appelle un navire fantôme. Et ce bateau, il se trouve actuellement à 45 km des côtes françaises, en face précisément, vous le voyez, de Saint-Nazaire, sur le point rouge que vous voyez sur cette carte. Il a été repéré hier par la Marine nationale, qui a d'ailleurs envoyé un patrouilleur pour surveiller ce navire avant de prévenir le parquet de Brest, qui annonce donc ce matin l'ouverture
d'une enquête pour défaut de justification de la nationalité du navire pavillon et refus d'obtempérer. Si ce bateau est surveillé de si près par les autorités françaises, eh bien c'est parce qu'il est soupçonné par les Danois d'avoir joué un rôle dans le survol par drone de plusieurs aéroports du pays. C'était à la fin du mois de septembre. Son parcours notamment intrigue les enquêteurs puisqu'il est parti le 20 septembre dernier de la ville de Pirmors. Vous le voyez, c'est tout au nord, c'est tout près de Saint-Pétersbourg, avant donc de traverser les eaux danoises, de longer donc Copenhague, de traverser la Manche et d'arriver donc dans l'océan Atlantique où il se trouve encore actuellement à 45 km seulement de la ville de Saint-Nazaire. Merci Nivine Potros, on comprend tout, c'est très clair, merci beaucoup. Bon voilà, alors là, moi je vous avoue, Amiral, que franchement, je suis quotidiennement la guerre depuis février 2022, entre la Russie, l'Ukraine et bien évidemment maintenant cette guerre a un côté un peu mondial. Je découvre qu'il y a des bateaux russes qui longent nos côtes. Franchement, bon, je savais très bien qu'il y avait des faux chalutiers en face de l'île Longue, là, où il y a nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, des faux chalutiers russes. Mais ça fait longtemps qu'ils sont là. Mais de voir ces bateaux-là qui longent nos côtes et qui servent de plateforme pour éventuellement envoyer des drones, c'est quand même... quand on sait ce que c'est qu'un drone aujourd'hui dans cette guerre, c'est pas anodin. Alors attendez, quand vous dites qu'ils longent nos côtes, il faut être précis. Jusqu'à 12 000 nautiques, c'est-à-dire environ 20 km, nous sommes dans des eaux territoriales, les eaux françaises. C'est la même législation que sur le territoire terrestre. Voilà. Ensuite, jusqu'à la distance à laquelle il est, on est dans une zone dite contiguë, dans laquelle, effectivement, on peut exercer des droits. Et il est à la limite de cette zone contiguë. Et après, on est dans la haute mer. La haute mer, c'est un espace de droit international, de liberté internationale, et il faut savoir que toutes les grandes puissances maritimes, à commencer par les États-Unis et le Royaume-Uni, qui ont fait leur fortune par le commerce maritime, ont toujours voulu que les eaux territoriales soient les plus petites possibles pour pouvoir se déployer partout. Et nous, on est un peu à la limite entre puissances maritimes. On est le deuxième mondial, mais on n'a pas fait notre fortune sur le commerce international. Donc, mais pardon, on peut se tirer dessus sur les zones internationales ? Non, non, non. Non. Non, non. Dans les eaux internationales, alors après... Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Il est clair que si on est en présence d'actes de piraterie, je vais dire, vie humaine, etc., on a le droit d'intervenir. Et le devoir et le droit d'intervenir, mais là, il faut être en présence de cas comme ça. Et les navires et aéronefs d'État, Marine nationale en particulier, ont des capacités de police administrative. Mais alors les amis, bon, très bien. Voilà. Parfait, on a compris ce que c'était que les eaux nationales françaises, 20 km, la ligne continue, et puis derrière les eaux internationales où c'est un peu l'anarchie, on n'a pas le droit de s'entretuer, on a bien compris. Bon, très bien. Mais quelle partition jouent les Russes? Qu'est-ce que c'est que ces trucs, ces 600 bateaux russes? Ils font quoi? C'est qui dedans? C'est des agents du KGB? C'est de la marine de commerce classique? Et ils réfèrent à une autorité centrale qui se trouve à Moscou par radio tous les jours. On leur donne des missions militaires, semi-militaires. Ils font de l'espionnage tout en ayant une activité commerciale. Qui sont ces espèces de chacals des mers qui louvoient le long de nos côtes, même à quelques dizaines de kilomètres, et qui nous espionnent et qui nous envoient des drones? Alors, ce sont des pétroliers. Alors, sur la photo, on voit qu'il est relativement léger, donc il a déjà largué une partie de sa cargaison. Vous pouvez voir qu'il est léger, là, vous. Oui, parce qu'on voit la ligne de flottaison s'arrête là où la peinture noire... Ah oui, d'accord. La photo est une photo d'archive, elle n'est pas... Non, mais voilà, on peut voir rien qu'en regardant la ligne de flottaison que là, en l'occurrence, c'est un bateau qui a déjà déchargé une partie de sa cargaison. Je n'ai pas vu les photos actuelles. C'est un pétrolier qui transporte du pétrole ou du carburant de quelque nature que ce soit. Mais vous voyez les masses et les surfaces libres, et là, on peut mettre n'importe quoi. Ne croyez pas qu'à l'intérieur, il y a des avions, des Sukhoi, etc. Pas du tout, il n'y a pas d'avions, il n'y a pas de chars, etc. En revanche, il faudrait regarder plus précisément les antennes, et on peut avoir des équipes qui sont là pour mettre en œuvre des drones, et les drones, on les met en œuvre très très facilement. Oui, donc ça c'est possible. Ah oui, bien sûr. On peut lancer des drones depuis ce genre de navire. Bien sûr, et c'est un mode d'action qui est utilisé. Donc on peut avoir un équipage hybride avec un équipage de pétroliers classique
et aussi un équipage de pétroliers classiques auquel on adjoint des spécialistes russes du drone. Quoi. Oui, il y a de la place là. Il y a de la place. Oui. Mais c'est pas le seul, parce que là on parle du Pushpa parce qu'il a été arraisonné par la France. Mais Nivin, il y a d'autres bateaux de la flotte fantôme russe qui sont soupçonnés d'être des rampes de lancement pour ces fameux drones. Exactement, notamment pour répondre à votre question, Eric, un navire de la marine russe, le Alexander Chabalin, que vous voyez juste là. C'est un navire de débarquement de classe Ropusha qui appartient précisément à la flotte de la Baltique. Et ce bateau, il a été repéré à 12 km des côtes danoises. Il se trouve actuellement dans son port d'attache, tout près, vous le voyez, de Saint-Pétersbourg. Autre bateau qui serait également impliqué dans le survol de drones du Danemark, eh bien c'est celui-ci, l'Astrol 1. Il est donc soupçonné d'avoir joué un rôle alors qu'il n'avait rien à faire a priori dans les eaux danoises puisqu'il s'agit cette fois d'un navire de charge, d'un navire commercial donc. Et lui aussi, il est de retour à proximité de Saint-Pétersbourg comme vous le voyez sur cette carte actualisée en direct. En revanche, et là point très important, l'Oslo 3 Carrière, il a été vu, lui, à 7 km des côtes danoises, tout près notamment de l'aéroport de Copenhague. Et ce dernier navire, lui, ne se trouve pas en Russie. Selon les données en direct de Marine Traffic, il se trouve actuellement dans le golfe de Finlande, en face de la ville d'Helsinki, ce qui veut dire que certains des navires russes utilisés pour lancer des drones au Danemark se trouvent toujours à proximité des frontières de l'Europe. Le Pushpa à proximité de Saint-Nazaire et enfin ce dernier, l'Oslo Carrière 3 à proximité de la ville d'Helsinki. Non mais merci beaucoup Nivin. Non mais attendez, franchement les amis, je ne veux pas surjouer, mais les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. Et d'ailleurs, moi qui ne suis pas un va-t-en-guerre pathologique, j'ai assez peur de ça. Ça fout la trouille. J'ai croisé un ami marin qui fait de la voile il y a 2 ou 3 jours qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu crois ? Ce genre de navire étrange et curieux, au large des côtes françaises, assez loin, on en croise de plus en plus et c'est très étonnant. C'est des navires qui ne s'identifient pas, etc. C'est extrêmement perturbant. Je voudrais juste vous faire écouter, et après vous avez la parole Gwendoline et Isabelle Saporta. Je voudrais juste vous faire écouter Volodymyr Zelensky. Lui, il a un coup d'avance sur nous, les Européens, dans cette guerre. Et ce week-end, il nous mettait justement en garde contre ça. Il existe désormais des informations de renseignement selon lesquelles les Russes utilisent des pétroliers pour lancer et contrôler des drones qu'ils lancent contre des pays européens. Cela paraît donc évident qu'il est impératif de fermer la mer Baltique ainsi que toutes les autres mers environnantes aux pétroliers russes. Est-ce que ça vous fait aussi peur que moi, Isabelle Saporta ? Écoutez, moi je suis désespérée surtout devant peur, j'en sais rien, mais en tout cas je suis désespérée devant notre impuissance, parce qu'on sait en fait qui blanchit le pétrole russe, on sait que c'est l'Inde. Quand on a pris Donald Trump pour un fou, quand il a mis 50% de droits de douane en fait sur les produits indiens, c'est aussi ça qui faisait payer, on le sait. Ils achètent au fond ce pétrole qui raffinent, qui nous revendent. Donc ce que je n'arrive pas à comprendre... Ils le blanchissent. Oui, le blanchissent. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on ne s'en prend pas aux avoirs russes, comme le disait Gwendoline de Bono tout à l'heure, et pourquoi on ne tape pas l'Inde, dont on sait qu'ils blanchissent ce pétrole. Donc en fait, on dit qu'on est en guerre. Vous avez raison d'avoir peur. On dit que c'est maintenant ou jamais l'Europe de la défense. Qu'est-ce qu'on attend pour au moins faire des actes qui soient symboliques, forts ? Vous vous souvenez de Trump, il y a 10 jours, qui dit il faut que devant son hélicoptère, il faut que les Européens arrêtent d'acheter du pétrole russe. Il a raison. Il dit ça au micro d'un journaliste de LCI. Mais il a raison. Et il a raison. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? On a l'air d'être les cocus de service, là, pardonnez-moi. Juste pour répondre par rapport à la déclaration de Donald Trump, effectivement, aujourd'hui en Europe, il y a 2 pays, seulement 2 pays qui achètent du pétrole à la Russie, c'est la Slovaquie et la Hongrie. Pourquoi ? Parce que le pétrole russe, il y a un blocus depuis décembre 2012 et ce blocus, il dit quoi ? Eh bien, il y a une interdiction d'acheter du pétrole russe transporté par voie maritime.
Ce qui veut dire que le pétrole qui est acheminé par oléoduc, il peut être vendu aux Européens. Et ça, les Slovaques et les Hongrois l'ont bien compris. Ils achètent du pétrole depuis le début de la guerre en Ukraine. Ils en achètent même beaucoup, puisque ces ventes, elles ont représenté depuis le début de la guerre 105 millions d'euros. Ça représente 16% quand même du pétrole vendu par la Russie à l'ensemble de la planète, aux Indiens bien évidemment, aux Chinois, mais à 16% aussi aux Européens, aux Slovaques et aux Hongrois. Sur ce point, Donald Trump a raison. Il faut que les Européens, dans leur ensemble, arrêtent d'acheter ce pétrole qui finance donc la guerre. C'est une grosse hypocrisie française, parce que franchement, on n'en parle pas assez. Nous continuons donc... Donald Trump a raison, voilà, nous continuons donc tous les jours à acheter tranquillou bilou du pétrole russe avec un petit processus de blanchiment qui passe par l'Inde, qui est basique, hein, c'est du blanchiment. Gwendoline de Bono, je me tourne vers vous. Vous avez le micro, vous dites ce que vous voulez, mais j'ai quand même une question, c'est que j'ai du mal à comprendre dans ces 600, dans cette flotte russe fantôme, j'ai du mal à comprendre quel est son objet. Est-ce que c'est une flotte de pétroliers qui fait du commerce de pétrole gris, sans trop que ça se voit, ou est-ce que c'est une flotte de bateaux espions qui nous envoient, qui nous écoutent, qui nous envoient des drones qui paralysent nos aéroports? Et ils font quoi? Ou est-ce que c'est hybride? D'abord, c'est la cash machine quand même de la Russie. C'est extrêmement important pour financer la guerre en Ukraine et puis son économie de guerre. Donc la flotte fantôme, c'est d'abord et avant tout ça. En revanche, après, rien ne vous empêche, comme le disait très justement l'amiral, de vous servir des bateaux qui changent de nom, qui changent de pavillon, de direction en cours de route, pour aller mener des missions de surveillance, de renseignement, de sabotage. Il ne faut pas oublier que c'est un navire, si je ne dis pas de bêtises, de la flotte fantôme qui avait saboté des câbles sous-marins. Donc ces navires sont évidemment en mesure, enfin, ce pas les navires d'ailleurs qui sont en mesure de mener ces missions, c'est les gens qui planifient ce qu'ils font avec ces navires. Donc ils ont, disons que c'est cette double fonction, mais c'est d'abord et avant tout quelque chose qui est très important pour la Russie, alors qu'ils souffrent quand même des sanctions, même si tous les navires de cette flotte fantôme, parce qu'on n'arrête pas de l'appeler fantôme, elle n'est pas si fantomatique, on sait très bien quels sont les navires. Ils ne sont pas tous sous sanctions, mais ça augmente, ce qui fait que les Russes quand même patinent un peu. Normalement, 2025, c'est la première année où le pétrole et le gaz vont plus compenser les dépenses militaires russes. Donc c'est la première année où ça a réussi à compenser. Où ça devrait. Faut attendre la fin de l'année, mais normalement, ça ne devrait plus compenser encore une fois en dépenses. Attendez, ça ne devrait plus compenser ou ça devrait compenser? Ça ne devrait plus. Ça ne devrait plus compenser. Voilà. Ah oui, donc ça va pas très bien alors. Non, ça va pas très bien. Et pourquoi Volodymyr Zelensky, il parle de fermer la mer Baltique, il insiste sur ces bateaux parce que lui, il sait que c'est grâce au pétrole et au carburant. Il faut pas oublier que l'Ukraine est engagée dans une campagne de frappe dans la profondeur, donc en Russie, sur les raffineries, sur les dépôts de carburant, qui fait vraiment très mal à la Russie, parce que sans ça, il n'y a plus de financement de la guerre. Donc Renaud Pilat et Amiral, donc moi qui passe mon temps à dire que les réponses occidentales sont faiblardes, qu'on est un peu mou du genou, etc., Emmanuel Macron, qui a pris la parole il y a quelques minutes aux alentours de 13h01, 13h02 depuis ce sommet de défense européen à Copenhague, finalement, pour une fois, il a fait quand même, en arraisonnant un bateau russe de cette flotte fantôme, en l'immobilisant, en lançant une procédure judiciaire contre lui depuis le tribunal de Brest, a quand même franchi un cap quand même. Enfin, Poutine le sait certainement et ça va beaucoup l'agacer. Oui, la France, je parle sous votre contrôle, amiral, mais la France a fait ce qu'il faut. Et en l'occurrence, il y avait des règles qui étaient respectées dans ce cas-là. Je pense qu'en revanche, le sommet de Copenhague doit être, si ce n'est historique, ayant le sens du mot, mais en tout cas extrêmement important, parce que ça fait des semaines qu'on parle d'escalade de la menace russe contre le centre de l'Europe. Avant, le centre de l'Europe était censé être protégé. Le Danemark, les pays baltes, la Pologne, ils se disaient on est au centre de l'Europe, on n'est pas l'Ukraine. Désormais, c'est le centre de l'Europe qui est agressé par les Russes. Donc là, vous avez effectivement un sommet qui est censé prendre des décisions. On passe du constat sur l'escalade aux décisions pour lutter contre les incursions de drones et peut-être demain des incursions de chasseurs. Et dans le constat, c'est intéressant parce que ce sommet, donc il a commencé aujourd'hui, il va durer 2 jours, jusqu'à demain. À son arrivée tout à l'heure, Emmanuel Macron à Copenhague, il a eu des mots extrêmement forts. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on passe à un autre temps.
Oui, je crois. Là, il n'a pas dit on est en guerre, évidemment, mais on est en confrontation avec la Russie. On le réécoute, le chef de l'État. Nous sommes dans une confrontation avec la Russie, qui depuis plusieurs années est un acteur très agressif dans notre espace informationnel. On l'a vu, dans le cadre des élections comme ailleurs, qui multiplie les attaques cyber, qui évidemment a lancé une guerre d'agression en Ukraine, qui utilise la menace nucléaire et qui aujourd'hui, on le voit bien, provoque dans des espaces aériens. Tout ça est un ensemble hybride qui est dans le champ de la confrontation. Céla Bougriou est avec nous justement à Copenhague. Où a lieu exactement ce grand sommet, Céla? Et puis bravo à vous, parce que c'est vous qui avez interviewé Emmanuel Macron, là, à l'instant qu'on vient de voir, sur ce Pushka, ce bateau fantôme arraisonné au large de Saint-Nazaire. Où ça se passe? Racontez-nous un petit peu le contexte général là, de cette grande réunion sur la sécurité des pays européens. On est en plein cœur de Copenhague, dans le palais Kirstenbourg, et pardon pour la prononciation si elle n'est pas exacte. Le contexte, il est très simple. Dans ce genre de sommet, la sécurité, elle est évidemment toujours à son comble. Imaginez, vous avez 27 chefs d'État et de gouvernement européens, une quarantaine de dirigeants en tout. Donc cela amène évidemment un nombre très important de forces de l'ordre. Sauf que cette fois-ci, avec les menaces de ces derniers jours, avec les incursions de drones de ces derniers jours, qui ont du mal à être identifiées, même si évidemment tous les regards se tournent vers Moscou, eh bien, les Européens ont également participé à la sécurisation de cet événement. L'armée allemande a envoyé une frégate à quelques kilomètres d'ici, dotée d'un système de défense anti-aérien. Les Français, un hélicoptère, des spécialistes de la lutte anti-drone, 35 hommes, du matériel de renseignement, etc. Et j'en passe. Donc, ça vous donne aussi une idée justement de ce contexte-là. Les habitants ont même reçu des kits de survie ici à Copenhague. Et puis, le cœur de la ville a été totalement bouclé. Voilà donc pour le contexte. Et puis par ailleurs, c'est l'illustration parfaite aussi des enjeux auxquels les Européens sont confrontés aujourd'hui. Car il est question en ce moment même, justement, des sujets de défense sur le plan de l'espace, mais aussi sur le flanc est du côté des pays qui sont frontaliers avec la Russie. Et puis les menaces dont parlait le président français tout à l'heure, avec justement cette guerre hybride sur le plan de la communication, de l'information, tout un tas d'enjeux donc à détailler tout à l'heure entre les différents dirigeants. Merci Céla Bougriou, merci beaucoup depuis ce palais qui a l'air très très beau d'ailleurs au cœur de cette monarchie danoise. Merci à vous. Je tourne vers vous, amiral Alain Koldefy, ancien inspecteur général des armées. Dites, quand on fait des réunions sur la sécurité, et puisqu'on est sur un sujet maritime, une inquiétude d'ordre maritime, en ce moment, il y en a d'autres, mais il y a cette flotte fantôme russe, est-ce que la France, qui dispose de ces sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, quelle est la seule puissance nucléaire des 27, est-ce que la France a un statut à part? Est-ce que d'ailleurs les 27 comptent sur la France, sur ce registre-là, ou est-ce que c'est un sujet qu'on n'évoque pas dans ce genre de rendez-vous qui sont liés à la sécurité européenne? Alors, la réponse est oui, parce que la France, je vais revenir sur les bulles de défense aérienne, parce que tout ça, on ne peut pas dissocier la partie maritime de la partie aérienne. Et la France est la seule capable de commander un espace aérien, de contrôler un espace aérien lors d'un sommet du G8, de l'Union européenne ou de l'OTAN. Après, c'est le commandant de l'OTAN, il n'y a aucun autre pays capable de le faire, sauf les Américains, bien sûr. Donc ça, c'est un point important. La menace aérienne a disparu, je pensais à un G8 à Évian, la menace, c'était l'ULM qui arrivait avec pas terroristes, mais qui partaient de Lausanne, qui longeaient le lac et qui arrivaient. Voilà. On a beaucoup évolué, parce que la partie maritime qui a toujours été prise en compte, un sommet à Gênes, un sommet à Nice, un sommet de l'OTAN n'importe où, à Lisbonne, il y a toujours une partie maritime. Cette fois, c'est vous qui êtes intéressés. Et ça a toujours existé. Parce qu'avant, et pendant toute la période qui a suivi la chute du mur, ces affaires-là n'intéressaient personne. Ça vous intéresse parce qu'il y a le petit frisson, il y a la guerre en Ukraine, et maintenant l'ordre établi de 45, disons, la guerre froide, qui était beaucoup plus dangereux. Vous parliez de chalutiers, je rappelle que la première année où il y a eu des sous-marins nucléaires, en 1972 à Brest, il y a eu des escales imprévues de 100 chalutiers, c'est-à-dire un tous les 3 jours, qui débarquaient un malade bidon à Brest, avec des antennes à la place des cannes à pêche. Mais voilà. non. Oui, non, bien sûr, mais c'est comme ça. Mais là, ça n'intéressait personne. Maintenant, on est dans quelque chose que les militaires connaissent bien, et pour répondre à votre question, la capacité de prendre le commandement d'opérations aéro-maritimes,
il n'y a guère que la France qui l'est, par elle-même, les Britanniques aussi un peu. Et sinon, donc tous les autres pays se raccrochent à nous. Et ça, c'est vrai. Alors, on va camoufler en disant qu'on prend peut-être un centre de commandement de l'OTAN pour les opérations aériennes, mais nous sommes capables de le faire et les gens le savent. Est-ce que la force de dissuasion nucléaire française, portée entre autres par nos 5 sous-marins nucléaires qui sont à l'île Longue à côté de Brest, est-ce que les autres pays comptent dessus? C'est parce que c'est le grand sujet de la mutualisation, ou est-ce que la France ne protège que la France? Non, la dissuasion a longtemps été un sujet écarté par tous les alliés, sauf les Américains et les Britanniques. C'est-à-dire tous les autres alliés nous disaient, moi j'ai coprésidé le groupe franco-allemand de coopération militaire, mon collègue allemand qui était un pilote de chasse de la Luftwaffe me disait, j'ai une puissance nucléaire. D'accord, c'est un avion allemand, c'est une bombe, c'était une bombe nucléaire, mais c'est un Américain qui viendra la mettre, qui décodera avant de partir et qui te donnera ton trajet. Mais donc la dissuasion nucléaire française, elle a été ignorée volontairement par tous les autres pays de l'Union européenne, sauf les Brites et les Américains. Ils n'avaient pas anticipé Trump. Ils n'avaient pas anticipé Trump parce que c'était confortable. Bien sûr. Voilà. C'est le parapluie. Et donc, on l'a bien vu. Regardez la première ministre, puisqu'on parle du Danemark. Quand on voit ce qui se passe là maintenant, est-ce qu'il n'y a pas l'idée, en ce moment, tiens, même à Copenhague, ou un jour prochain, de dire, écoutez, vous êtes une puissance dotée, vous, les Français, eh bien, nous, Européens, on souhaiterait vous aider, vous donner de l'argent pour qu'on passe de 300 têtes nucléaires à 1500 et pour que vous soyez une puissance dotée comparable à la Russie, capable de tenir tête à la Russie en protégeant l'Union européenne, en devenant le parapluie nucléaire de l'Union européenne. Est-ce que ça, c'est dans les tuyaux? Alors, le mur s'est fracturé quand même. Hein. Le 1500 têtes, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il vaut mieux des bonnes têtes que beaucoup de têtes. Oui, on se détruit mutuellement 14 fois, là, je veux dire. Il ne faut pas exagérer. En revanche, ce qui est intéressant, et ça a commencé par la Pologne, qui a demandé à la France, si la dissuasion française, qui protège pas simplement le territoire français, parce que je rappelle qu'un sous-marin nucléaire, et il y en a depuis 53 ans en permanence, en opération prêt à tirer, un sous-marin nucléaire, c'est en 30 minutes et 11 000 km, 1200 fois Hiroshima. 1200 fois Hiroshima, sur la Russie. Un sous-marin nucléaire. Bon. Donc, les gens le savent très bien, Poutine en particulier. Donc là, le fait de nouveau, c'est que, je commence par la Pologne, la Pologne a dit, bon, on pourrait peut-être regarder les conditions dans lesquelles la dissuasion nucléaire française pourrait s'appliquer. Les Allemands sont très gênés, parce qu'on leur a interdit la puissance nucléaire. C'est notre plus solide allié de raison en Europe. C'est avec eux qu'on fait l'Europe, même si on ne s'entend pas toujours. Et donc, ils sont un petit peu, j'allais dire, dans une position délicate. Les Anglais, c'est différent. Leurs armes sont américaines, donc le no-go, il vient des États-Unis. Donc, il n'y a que nous qui ayons cette capacité de protéger les autres. Mais pardon, je termine. Les petits pays européens, petits par la taille, pas par l'importance, ils n'ont pas envie non plus, parce que c'est un changement de mentalité, de se mettre sous la protection d'un protecteur de moyenne importance. Qu'est la France. La France. Quand c'est le grand protecteur américain, tout le monde accepte que depuis le général Eisenhower en 1949, ce soit un général américain qui commande les forces de l'OTAN en Europe. Tout le monde l'admet. C'est eux qui payent. En tout cas, c'était eux qui payaient jusqu'à présent. Non, mais je veux dire, c'est un peu normal. Attendez, amiral, je vous interromps, vous aurez le micro tout de suite après. Attention, mesdames, messieurs, breaking news, Magali. On vient de l'apprendre, donc on a besoin de vous pour la décrypter. C'est une photo qui vient de nous parvenir. Ce sont nos équipes qui se sont rendues à Saint-Nazaire pour récolter des renseignements sur ce navire russe qui a été arraisonné par la France. Oui. Et nous avons cette photo qui vient d'être prise donc au large de Saint-Nazaire. Alors ça, c'est pas une archive, alors c'est pas une archive. Non. Contrairement aux autres photos qui étaient une archive pour pouvoir illustrer notre propos. Là, c'est une photo qui a été prise aujourd'hui par notre équipe sur place, au large de Saint-Nazaire. Donc le voilà, ce pétrolier russe qui a été arrêté par la France. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il n'y a pas de cargaison, visiblement. Ouais. La ligne de flottaison. La ligne de flottaison, elle est plus lourde. Il est plein aux 2 tiers ou à 3/4, là. Ouais. On voit qu'il est visible. Il est pas je ne vois pas d'encre. Il n'y a pas d'encre. Donc il est stoppé, donc il dérive tranquillement. L'important, c'est d'être autour de lui
non seulement par un patrouilleur, mais aussi par des avions de l'aéronavale qui vont surveiller pour l'empêcher de partir, et que le procureur, puisque c'est le parquet de Brest qui est chargé pour le monde entier sur ces affaires, dépêche des officiers de police judiciaire, enfin toute la partie c'est-à-dire juridique à bord de ce bateau. Et il n'y a personne sur le bateau. Alors c'est notre journaliste sur place qui l'a pris en photo. À bord de ce bateau, l'équipage, c'est 10 personnes. C'est 10 personnes, donc elles peuvent être à l'intérieur, c'est 10 personnes? C'est 10 personnes, vous voyez le château, enfin c'est la partie arrière, l'îlot, là. Il y a 10 personnes, il y en a deux, tout est automatique, il y en a 2 pour surveiller les machines. C'est pour ça qu'il y a souvent des accidents en mer, parce qu'en passerelle, parfois il n'y a personne. On les a obligés en Manche à avoir quelqu'un en passerelle. Ils sont 10, pas plus. Mesdames, messieurs, à 14h05, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, ce navire fantôme russe qui était au large des côtes françaises, navire peu identifié et qui a été arraisonné par les autorités françaises, a été photographié donc par nos équipes. Ça, c'est une photo qui est toute fraîche, qui n'est pas une photo d'archive, et qu'à cette occasion, nous découvrons qu'il y a entre 600 et 1000 navires russes qui sont à proximité des côtes des pays occidentaux, comme ça, dont l'objet est hybride. Certains transportent du pétrole blanchi, entre guillemets, par des pays comme l'Inde, en cachette ou discrètement. D'autres ont des activités d'espionnage ou lancent des drones, comme c'est le cas de ce bateau qui pourrait être impliqué dans le lancement de drones sur la Norvège ou plus précisément sur le Danemark. Voilà. Vous vouliez réagir sur ce navire, Sur ce navire, donc le Pushpa, c'est donc ce pétrolier russe qui est actuellement, donc comme l'ont photographié nos équipes, à 45 km des côtes françaises, à proximité de Saint-Nazaire. Selon les informations de la presse régionale, plus précisément de Ouest France, des marins se trouvent à bord. L'équipage est encore à bord, puisqu'ils ont donc reçu la visite de la Marine nationale, du parquet de Brest, et qu'ils ont refusé de se soumettre, donc de présenter notamment les documents d'identité sur donc l'origine de ce bateau, d'où cette saisine du parquet de Brest ce matin. C'est le procureur qui a annoncé un défaut de justification de la nationalité et un refus d'obtempérer. Donc a priori, les marins se trouvent actuellement à bord. D'après Trafic Maritime, qui est donc un logiciel qui permet d'identifier, de géolocaliser en permanence les navires, eh bien, il se trouve à proximité des côtes de Saint-Nazaire depuis au moins 24 heures. Il fait du surplace, il tourne ces dernières heures. Il est donc encore sur place. Les marins ont jeté l'ancre. Est-ce qu'on peut dire plus précisément de ce bateau qui a donc été photographié par nos collègues? C'est qu'il a été construit en 2007. C'est un très grand bateau, 244 mètres de long, et il est visé par des sanctions européennes, des sanctions britanniques, parce qu'il transporte du pétrole, ce qui, vous le savez, est interdit depuis décembre 2022. Et ce bateau, il est dans le viseur, on l'a dit, des autorités danoises, parce qu'il se trouvait à quelques kilomètres seulement des côtes danoises quand plusieurs aéroports du pays ont été survolés par des drones suspects. Isabelle Saporta, quand même, cette guerre des pétroliers, là, des drones. Moi, ce que je trouve assez extraordinaire en vous écoutant, vous, Eric et l'amiral, c'est que je vous trouve incroyablement optimistes tous les deux. Parce que, donc, la France, leader, on est d'accord. C'est qui le ministre des Armées, là, en ce moment, Eric ? On n'a pas. C'est qui ? Il n'y en a pas. Voilà. Moi, je veux bien qu'on soit leader. Vous croyez qu'ils se disent quoi, nos collègues européens, quand vous dites qu'ils hésitent à se mettre sous nos parapluies? Je finis juste. Ils hésitent à se mettre sous notre parapluie nucléaire. Ils se disent quoi? Ils se disent, mais je ne sais même pas si ce président va rester en place. Je ne sais même pas si ce Premier ministre va rester en place. C'était un très bon ministre des Armées. Je ne sais pas ce qu'il va devenir. Donc, si vous voulez, moi, j'entends aussi ce que vous dites en disant, on a un rôle leader. Formidable. C'est le moment ou jamais, effectivement, pour lancer l'Europe de la défense. C'est le moment ou jamais pour agir. Mais on n'a jamais été aussi faible. Vous parlez de Keir Starmer, enfin de la Grande-Bretagne. Il n'a jamais été aussi affaibli. On ne sait même pas s'il va pouvoir rester en place, le Premier ministre anglais. Il est tout le temps sous le coup de manifestations racistes en Grande-Bretagne. Donc moi, j'entends votre optimisme. J'ai du mal à le partager.
Non, mais je ne vous demande pas de le partager, je vous demande simplement de m'écouter. Je vous ai bien Quand il y a des écouté, opérations... Non, mais ça, on peut pas me le reprocher. Il y a deux choses à savoir. Le commandement opérationnel des forces, les forces qu'on envoie en opération, c'est le président de la République, chef des armées, et le chef d'état-major des armées. Le ministre des armées a un rôle organique. Et pour ce qui est de l'action de l'État en mer ou de la défense aérienne, c'est le Premier ministre. Et non, on a un président, on a un Premier ministre. Donc ça suffit en fait. Ça suffit. Ça suffit. On peut rester comme ça. Vous pensez vraiment que les gens se disent... Quand vous entendez Meloni, vous avez l'impression, la Première ministre italienne, qu'elle a confiance dans la direction française en ce moment? Oui, bien sûr. Moi, je n'ai pas l'impression. Je suis moins optimiste que vous. Il y a le discours politique, il y a le discours qu'on tire entre militaires. Et on sait bien, entre militaires, on jauge, on compare nos forces. On sait qui a le plus gros bâton, on sait qui est capable, on sait qui a les moyens, on sait qui est organisé, on sait qui sait commander. Ça tombe bien mal, cette crise politique, avouez-le. Ça tombe pas très bien. Oh bon, c'est vous vous en foutez des politiques. C'est vrai que les militaires vont prendre la main, c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est vrai qu'amiral, le système, un putsch, on est au bord du putsch. Le système est fait pour fonctionner dans toutes les conditions de température et de pression, comme on a l'habitude de dire. Dans toutes les conditions. Je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, on a un chef des armées, un commandant opérationnel qui est chef d'état-major des armées, qui couvre toutes les opérations. Dans les affaires maritimes, on a des préfets maritimes sous l'autorité d'un Premier ministre qui existe. Et dans la défense aérienne, c'est également le Premier ministre. Amiral, juste un peu d'organisation. Une petite inquiétude qui me vient parfois en parlant de la guerre. Lorsqu'on regarde, parce que nous on est un peu hybride, on est comme les pétroliers russes, on est un peu hybride, c'est-à-dire qu'on parle de politique française, de Sébastien Lecornu, de François Bayrou, et on parle aussi de la guerre, donc pour vous dire le contexte. Et quand on voit qu'en France, ces dernières années, beaucoup de services publics sont en état de déshérence absolue, que ce soit l'école, l'hôpital, je ne vais pas vous faire le refrain, vous le connaissez aussi bien que moi, on se dit, mon Dieu, pourvu que cette pathologie française j'allais dire du délabrement, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas du délitement n'affecte pas nos forces armées, l'efficacité de notre force de frappe nucléaire. Après, pourquoi est-ce que la force de frappe nucléaire serait la seule finalement qui serait épargnée par ce grand délitement? Bah oui, c'est un sujet que nous les civils on a toujours présent à l'esprit. On met les moyens, parce qu'on met les moyens. Pourvu que nos armées, elles, ne soient pas touchées par ce grand bordel, et qu'elles soient toujours efficaces dans leur mission de nous protéger. Alors moi, c'est l'ancien major général des armées qui va vous répondre, il y a le numéro 2 des armées françaises. Pendant toute cette période qui, entre 92 et 2017, a vu un budget de la défense, bien sûr, qui a servi de variable d'ajustement, il a manqué 15 milliards par an. Et c'est bien pour ça, à peu près. On était à 30 milliards et maintenant on est à 50 en bons successifs. Donc il a manqué à peu près 400 milliards. Ces 400 milliards, par décision politique, moi je suis militaire, je n'ai pas d'option là-dessus, ça a été mis ailleurs. Donc là-dedans, ça veut dire qu'on a supprimé 100 régiments, les 2 tiers des bateaux, les 2 tiers des avions, etc. etc. Il y a un seul sujet qui a échappé, parce que depuis l'origine, c'est un sujet de consensus entre les partis de gouvernement, c'est la dissuasion nucléaire. Et là, on n'y a pas touché. Et ça, c'est très important. On n'a pas fait comme EDF et les centrales nucléaires, on a maintenu les capacités, on est en train de développer le missile M51 de nouvelle génération, que le précédent... Un porteur de tête nucléaire. Oui, le missile qui porte les têtes nucléaires, puisqu'on améliore à chaque fois, tous les 15 ans on améliore. On sort la nouvelle série de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et dans tout ce qui est dissuasion, et on sort les nouveaux missiles pour les Rafales de l'armée de l'air et de la marine. Donc c'est un sujet qui a été protégé, qui a pas fait l'objet d'une énorme publicité, mais qui a été protégé. Mais les sacrifices, quand je dis qu'on a supprimé 100 régiments dans notre armée de terre, on a une armée de terre qui n'a pas un remplaçant s'il y a des pertes. Voilà. Bien. Alors, ça, c'est une vraie réponse. Là, on a une vraie réponse de qualité à une question de très haute qualité. Elle aussi, la mienne. Oui, c'est ce que j'allais dire. Non, mais il nous dit, c'est dingue. Il nous dit, on a mégoté sur tout, en France, sur tout, ou sur beaucoup de choses, mais pas sur la dissuasion nucléaire. Et il dit aussi qu'on n'a plus assez d'hommes, parce qu'en fait, il a fallu... Combien de régiments vous avez dit 100 régiments dans l'armée de terre ont été supprimés. C'est les images que vous voyez, donc je le rappelle, ce sont nos images exclusives. On avait une photo, on a aussi une vidéo de ce navire de la flotte fantôme russe qui a été arraisonné par la France au large de Saint-Nazaire. Une enquête a été ouverte. Donc ce sont des images exclusives de notre équipe sur place que nous vous proposons là, avec donc un équipage qui est à bord, qui refuse de
coopérer pour le moment, puisque l'enquête est ouverte, et qui a refusé de présenter leur passeport. Gwendoline, de toute façon, il n'y a aucune chance de trouver des passeports russes à l'intérieur. L'équipage de ce genre de bateau qui fait partie de la flotte fantôme russe, en fait, est toujours en train de changer. Le pavillon est toujours en train de changer. Oui, c'est ça, le pavillon, le nom, l'équipage. Enfin, il fait un peu de nettoyage peut-être dans les cales. N'importe quel équipage qui va être engagé par l'armateur, de différentes nationalités d'ailleurs. C'est pas parce qu'on dit, ça c'est effectivement peut-être important de le dire pour nos téléspectateurs, flotte fantôme russe, qu'il y a des Russes à bord, il n'y en a probablement pas. De la même manière que les Russes diront probablement rien sur ce qui est en train de se passer, ou alors il y aura, ils diront rien, ou ils diront c'est pas nous. C'est pas nous. Ou ils vont se taire, mais non, il n'y a pas de Russes à bord. Alors, quand même, un petit ajout à ça, quand il y a des opérations qui sont menées à partir de ces bateaux, quand les bateaux sont utilisés en tant que plateforme, là, oui, j'imagine qu'il y a des gens qui appartiennent au service de renseignement russe. Donc, par exemple, s'il a bel et bien servi de robe de lancement des drones qui ont survolé l'espace aérien danois, il est soupçonné, ce bateau, d'être impliqué dans cette affaire. Là, il y avait des Russes à bord. Oui, non, après, c'est le début de l'enquête, je ne sais pas, mais c'est vrai que s'il y a des opérateurs russes, en tout cas, ou ça peut tout à fait être des mercenaires payés par les services russes, c'est aussi possible, il y a plein d'hypothèses. Mais ça ne peut pas être l'équipage, je pense, qui va commencer à aller opérer des drones, l'équipage qui est sur ces flottes d'habitude. Donc on verra peut-être ou pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà, il y a presque zéro chance qu'on trouve 10 Russes là à bord du bateau quand les Français sont allés les voir. En jean et en t-shirt, rien ne ressemble plus à un homme d'équipage qu'un Russe des renseignements qu'on déguise en homme d'équipage. Allez savoir si les gens qui vont croiser là-dessus seront du KGB ou s'ils sont vraiment des marins. Mais s'ils sont arraisonnés, on aura la langue. Ouais. Mais ça peut être des marins russes. Ah oui. Sur la photo, mon amiral, qu'est-ce qu'on voit de la fumée à droite là qui est en train de s'échapper? C'est un échappement d'un moteur quelconque. Non, ça fait partie des moteurs latéraux. Oui, ah bah oui, le moteur latéraux pour pouvoir se stabiliser. Les moteurs latéraux, ils sont à l'avant parce que c'est l'avant. On guide par l'arrière et c'est l'avant qui a besoin de moteurs latéraux. Non, ça peut être un échappement de, je sais pas, un moteur quelconque. C'est pas d'incidence particulière et qu'on ne va pas traîner dans l'eau. Il n'y a pas d'incendie. Ils sont pas. Non, je pense pas. Vous parliez tout à l'heure en fait, des sacrifices qui avaient été demandés à l'armée française. Là, depuis Macron et depuis le coup de gueule qu'il y a eu avec le général de Villiers, qui avait quand même tapé du poing sur la table en disant qu'on ne pouvait pas laisser les armées françaises dans cette déshérence, on est quand même passé de 32 milliards à 50 milliards normalement en 2025. Est-ce que là, avec ces 50 milliards, on va pouvoir être meilleur pour, au fond, préparer cette guerre? Est-ce qu'on va être meilleur pour intercepter ce type de bateau? Qu'est-ce qui peut changer là, dans les années qui viennent, pour qu'on soit sur la balle, si je puis me permettre? Alors, ce bateau ne représente aucune menace. D'accord. Il faut reconstituer les stocks. Quand on est passé de 1200 à 200 chars, quand l'armée de l'air a perdu la moitié de ses avions de combat, quand on a 60 canons César alors qu'il en faudrait 600, il y a pas mal de choses à récupérer. Et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est 400 milliards. Mon petit calcul très rapide. C'est un échantillon, quoi. On a un échantillon d'armée et d'armement. Alors pourquoi? Et là c'est un petit peu juste un rappel, quand on a été confronté à cette diminution des crédits de la défense, diminution énorme, on s'est posé la question, comme on a une industrie de défense de première qualité, on s'est dit on va rester au premier niveau de qualité, au dépend de la quantité. Et donc, pas dans tous les domaines. On a abandonné, par exemple, l'intervention profonde sous la mer, qui était un des joyaux de la Marine nationale. Bon, on l'a abandonné, maintenant c'est l'IFREMER. L'intervention profonde sous la mer. Sous la mer. En haute profondeur, d'accord. Bon. Et on ne sait plus faire, du coup? Non, on a l'IFREMER, parce qu'on a d'autres institutions civiles qui sont capables de le faire. Ouais. Donc on a abandonné. Eh bien, on n'a surtout pas abandonné la high-tech, l'aéronautique, le nucléaire, l'espace, la capacité. On est les seuls au monde, avec l'industrie américaine, à construire des porte-avions à propulsion nucléaire, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et des sous-marins nucléaires d'attaque. On a, avec le Rafale, désolé pour mes amis américains du F-35, on a un avion polyvalent dans le modèle F-5 et largement du niveau du F-35. Largement, et tout le monde le sait. D'ailleurs, ils se vendent bien. On les vend quand Washington autorise des gens à acheter. Hein. Oui. Mais et les Chinois, parce que j'ai lu que les Chinois maintenant construisent des porte-avions à tir larigot, ils n'ont pas les mêmes qualités que les Américains et les Français? Si.
Voilà. On y est. Non. Alors, juste un mot. Il se trouve que j'ai commandé porte-avions. Juste un mot sur les porte-avions. Un porte-avions opérationnel qui travaille jour et nuit dans toutes les conditions et qui a une bulle de sécurité de 600 km autour, en dessous un sous-marin nucléaire d'attaque, c'est 30 ans. Les Russes n'ont jamais réussi à avoir un porte-avions opérationnel. Je ne parle pas de faire de l'aéroclub pour les caméras de télé. Jamais réussi. Les Chinois ont décidé, les Américains ont 12 groupes de porte-avions, Sam et l'avion, 12 000 pilotes, enfin la marine américaine, d'être à moitié de la marine américaine. Donc ils ont commencé par des porte-avions classiques, des ski jump, et maintenant ils commencent à sortir des porte-avions à propulsion nucléaire, mais ils avaient déjà une industrie nucléaire parce qu'ils avaient déjà des sous-marins nucléaires, avec les catapultes et les brins d'arrêt. Il leur manque juste les catapultes électromagnétiques là. Mais donc ils vont nous rattraper. Ils mettront pas 30 ans eux à nous rattraper. Ils mettront peut-être 10 ans à nous rattraper. 14h19. Nivine Potros, qu'est-ce que ce bateau qu'on voit sur nos images? Je rappelle que ce sont des images exclusives tournées par les équipes d'LCI TF1. C'est le fameux bateau arraisonné par l'État français au large de la Loire-Atlantique, au large de Saint-Nazaire. Voilà, une quarantaine de kilomètres du rivage français. Le fameux navire fantôme russe. D'ailleurs, à cette occasion, on a tous découvert qu'il y avait entre 600 et 1000 navires fantômes russes le long des côtes des pays occidentaux. Nivine Potros, qu'est-ce qu'on sait de ce bateau? Alors, ces images exceptionnelles filmées par hélicoptère, elles montrent le Pushpa. C'est un pétrolier russe qui est également connu sous le nom de Boracay ou Kiwala, construit en 2007. Il mesure, vous le voyez d'ailleurs sur ces images, plus de 240 mètres de long. Un navire donc très impressionnant, un monstre des mers qui est visé par des sanctions. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il transporte du pétrole russe. C'est ce qu'on appelle les navires fantômes. Emmanuel Macron l'a rappelé, il y en aurait entre 600 à 1000 à travers l'ensemble du globe. Ce bateau, plus précisément, et ces images, elles ont été capturées à 45 km donc des côtes françaises, en face de Saint-Nazaire. C'est hier qu'il a été repéré par la Marine nationale, qui a immédiatement envoyé un patrouilleur pour surveiller ce qu'il se passe sur ce navire avant de prévenir le parquet de Brest, qui est donc intervenu et qui a demandé aux marins qui se trouvent donc à bord de ce navire Pushpa de quelle identité ils étaient. Pas de réponse. Une enquête a été ouverte pour défaut. Pas de réponse, ça veut dire que les hommes d'équipage refusent de dire qui ils sont, d'où ils viennent. Qui ils sont, de quelle nationalité est donc ce navire. Enquête ouverte pour défaut de justification de la nationalité du navire et surtout refus d'obtempérer. Parce que pour l'heure, selon les informations de nos confrères de Ouest France, ils refusent toujours et encore de parler. Pourquoi aujourd'hui on vous parle de ce bateau? Évidemment, c'est très inquiétant qu'un navire russe se trouve à 45 km des côtes françaises, mais ce qui l'est d'autant plus, c'est que ce navire serait impliqué dans le survol des aéroports danois. C'était en fin de mois dernier. Les Danois pensent que ce Pushpa a envoyé des drones au-dessus des aéroports. Le 20 septembre dernier, il est parti de Saint-Pétersbourg. Il a traversé les eaux danoises. Et puis enfin, la Manche, l'océan Atlantique, où il se trouve toujours en direct, comme vous le voyez sur ces images exclusives TF1 LCI. Alors, on vient d'apprendre également que Vladimir Poutine va prononcer un long discours. Et ce sera demain depuis Valdai. C'est Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui vient de l'annoncer. Gwendoline, aucune chance pour que le président russe parle de cet événement, donc d'un navire potentiellement appartenant à la flotte fantôme russe qui vient d'être arraisonné par la France, parce qu'évidemment, le Kremlin ne va jamais reconnaître une telle chose. Mais est-ce qu'il pourrait parler des mots d'Emmanuel Macron, qui vient de dire en arrivant à Copenhague qu'on est aujourd'hui, nous, Européens, en confrontation avec la Russie ? Oui, dans tous les cas, il va sans doute parler dans ce contexte-là. Enfin, il va sans doute répondre à des choses que la Russie voit, que le Kremlin voit, qui ne leur plaisent pas, de la même manière que, par exemple, Dmitri Peskov avait répondu sur l'histoire de la livraison qui avait été évoquée, pas signée, des missiles Tomahawk américains, éventuellement aux Ukrainiens. Donc, quand ils sont inquiets par quelque chose ou qu'ils veulent menacer, ils le font savoir. Peskov avait dit, très bien, mais s'ils livrent ces missiles qui ne changeront rien pour l'Ukraine, ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas des Américains au sol, sous-entendu
entendu, on considérera l'implication américaine, etc. Ils font ça depuis le début de la guerre. Donc, il peut en tout cas évoquer des choses qu'il considère comme lui quelque chose qui menace. Je pense à son économie, par exemple les Russes ont déjà fait savoir qu'il y aurait des conséquences juridiques, etc., etc., si il y avait une saisie des avoirs russes gelés, même sous la forme d'un prêt à Kiev. Ça, c'est quelque chose qui les inquiète beaucoup parce qu'encore une fois, ils ont une vraie problématique économique, même s'ils sont dans une économie de guerre, même s'ils ont fait ce qu'il fallait pour continuer, ils ont quand même un sujet, et notamment si on passe... si on est, disons, plus dans la dissuasion, comme on le disait tout à l'heure, et moins dans la protection, ça a raisonné ce navire, le faire savoir, l'arrêter, interroger, ça fait partie de la dissuasion. On n'est plus que dans, bon, on sait qu'il y a une flotte fantôme, il y a des sanctions, mais on les applique pas trop. Là, non, il y a des faits. Les faits, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour la Russie, attention, ce que vous faites, il peut y avoir des conséquences négatives, ce qu'on arrive encore trop peu à faire. Et en tout cas, le message passe pas très bien pour l'instant chez les Russes. Acte concret. Là, ça va peut-être changer. Voilà, acte concret de la France qui vient d'arraisonner ce navire au large de Saint-Nazaire. Évidemment, Guillaume Sérin, dans LCI Direct, il revient dans un instant. Merci à tous. On se retrouve quant à nous demain à partir de midi.